Bonjour, vous allez visionner un webinaire qui a pour objectif d'expliciter la manière de construire et analyser une paper trading afin d'améliorer sa stratégie de trading, bien évidemment, avant de se lancer, je dirais, à balles réelles sur le marché d'échange. Le webinaire que vous allez visionner est réalisé par Trader Forex et sponsorisé par le courtier AvaFX. Avant de débuter, je vais, comme à l'habitude, me présenter. Je m'appelle David Furcage. Je suis analyste technique professionnel, diplômé et vice-président de l'Association française des analystes techniques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons, comme à l'habitude, voir comment se structure ce webinaire. Dans un premier temps, nous allons expliquer ce qu'est une paper trading, de quoi s'agit-il et à quoi ça sert. Dans un second temps, nous verrons quelles sont les statistiques à relever au cours de ces trades et à insérer dans une feuille Microsoft Excel par exemple. Dans un troisième temps, nous verrons ce que ces informations nous permettent de calculer en termes de statistiques et la manière justement d'analyser ces statistiques et d'en tirer des conclusions. Enfin, dans un quatrième temps, nous verrons quelques critères supplémentaires de backtesting qu'utilisent notamment la plupart des professionnels des marchés financiers. Enfin, nous conclurons sur le webinaire. À présent, voyons ce qu'est une paper trading, de quoi s'agit-il? Eh bien, une paper trading consiste à réaliser des transactions fictives afin de s'entraîner et ou d'évaluer une stratégie de trading. Pour chacune de ces transactions, on va relever différentes informations que l'on va enregistrer et analyser dans un fichier. Ces informations sont extrêmement précieuses puisqu'elles permettent de s'auto-corriger, de s'auto-former et de corriger des paramètres par exemple qui ne seraient pas justes pour sa stratégie. Bien évidemment, cette manière de faire est idéale pour l'investisseur particulier, qu'il soit débutant, puisqu'évidemment il pourra alors se frotter, je dirais, au marché et progresser sans perdre son capital. Cette méthode est aussi intéressante pour l'investisseur avancé. Elle lui permettra en effet d'affiner sa stratégie en s'interrogeant systématiquement sur la qualité de ses opérations. Enfin, de toute évidence, s'interroger sur la robustesse d'une stratégie est primordial pour l'investisseur professionnel. Bien évidemment, les gestionnaires de fonds évaluent de manière systématique la pertinence de leur stratégie et on dit qu'ils backtestent donc le plus souvent des algorithmes et ils réalisent ce travail de manière automatisée avec leurs armées d'informaticiens et d'analystes. Dans tous les cas, que ce soit pour l'investisseur particulier ou l'investisseur professionnel, réaliser une paper trading pour l'un ou des backtests et des optimisations pour les autres consiste à tester la robustesse d'une stratégie avant d'utiliser du capital. Il s'agit donc, je le répète, d'un travail primordial avant de s'engager avec des capitaux sur les marchés. Voyons à présent quelles sont les statistiques à relever. Bien évidemment, à chaque fois que l'on achète ou on vend, donc de manière fictive, un actif quel qu'il soit ou une paire de devises, on va relever sur un fichier la date, le jour, l'heure et la minute de l'ouverture de la position. Et bien évidemment, on va relever aussi la date, le jour, l'heure et les minutes de la clôture de la position. Ce qui permet bien évidemment de calculer la durée de la position, qu'elle soit rentable ou non. Il s'agit d'enregistrer par ailleurs les données relatives au prix et au sens de la transaction. Donc le prix d'ouverture de la position, qu'elle soit acheteuse ou vendeuse,
et le prix de clôture de la position. Ces deux variables permettent bien évidemment le calcul du gain ou de la perte en pips ou en capital. On enregistre aussi le type d'ordre que l'on a utilisé pour initier la position et pour en sortir, que ce soit un ordre au marché, un ordre stop ou un ordre conditionnel. On peut aussi enregistrer dans cette paper trading des commentaires, à savoir pour quelles raisons avons-nous initié une position. Cette position a été initiée pour telle ou telle figure graphique ou tel élément fondamentaux. Donc ajouter un commentaire à cette paper trading est plus que pertinent. Et enfin, ce qui peut être très intéressant aussi pour pouvoir revenir sur les trades fictifs que l'on a réalisés, eh bien, enregistrer l'écran relatif au trade, ce qui permet a posteriori de visionner les conditions graphiques qui ont motivé nos choix. Alors bien évidemment, Microsoft Excel se prête parfaitement à ce genre de travail, et voici comment on peut regrouper les différentes informations. Donc, je représente ici dans le tableau, qui est une copie d'écran d'un fichier Excel, les informations à relever concernant l'ouverture de position et la clôture de position. On peut voir aussi sur la colonne A les dates à laquelle ces différentes positions ont été enregistrées. Bien évidemment, le sens de la position ouverte, donc à la vente ou à l'achat, l'heure, les minutes, le niveau d'achat ou de vente, la taille de la position et le type d'ordre. Enfin, pour la clôture de position, j'enregistre aussi le type d'ordre, l'heure de clôture de cette position, le niveau de clôture, le volume de la position, et ce qui me permet bien évidemment de calculer la durée de la position puisque j'ai l'heure d'ouverture et l'heure de clôture. Nous verrons pourquoi tout à l'heure il est intéressant de calculer la durée de la position. Quoi qu'il en soit, si l'on regarde par exemple la ligne 3, eh bien on peut observer une vente à 6h53 au niveau de 124,36 pour une taille de 100 000 lots avec un type d'ordre stop. Cette position a été liquidée de manière conditionnelle à 7h26 à 124,31. Étant donné qu'il s'agit d'une vente à 124,36 et que la position a été clôturée donc sur un achat à 124,31, cette position est gagnante de 5 pips. Alors vous pouvez observer sur cette paper trading qu'il n'y a pas de construction de position de type pyramidal, ni même de clôture en différents endroits. Le 3 mai 2010, on a vendu à 6h53 100 000 lots et donc on a racheté à 7h26 les 100 000 lots. Donc pas de construction de position et pas de sortie par palier ou en différents points selon les objectifs. Bien évidemment, si tel était le cas, on pourrait inclure ce genre d'informations dans la paper trading. Alors, voyons à présent un premier exemple qui présente justement les résultats d'une stratégie quelconque à l'issue de 10 transactions sur à nouveau une paire quelle qu'elle soit. Alors vous pouvez observer le PNL en pips, c'est la première statistique, celle qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire qu'on prend cette paper trading, on calcule la somme des pertes et des gains de chacune des transactions et on obtient un gain ou une perte sur l'ensemble de la période ou sur l'ensemble des transactions. Sur ce tableau, on observe un gain de 148 pips, donc c'est un PNL positif sur 10 transactions.
Le nombre total de transactions, c'est quelque chose aussi que l'on peut relever grâce à cette paper trading. Et bien évidemment, si l'on divise 148 par 10, on obtient un gain moyen en pips par trade de 14,80 pips. La paper trading nous permet aussi de relever les opérations gagnantes des opérations perdantes et les opérations neutres, c'est-à-dire celles qui n'ont été ni gagnantes ni perdantes. Et dans ce premier exemple, on observe un nombre d'opérations positives par rapport au nombre d'opérations totales de 60%. On peut aussi calculer le nombre de pips gagnés par opération positive, ici 32,67, et le nombre de pips perdus par opération négative, qui est ici de moins 12. Le rapport des deux nous donne un ratio rendement-risque moyen, donc a posteriori, de 2,72. Voyons à présent les statistiques relatives à la durée des opérations. Dans ce premier exemple, la durée moyenne des trades est de 33 minutes. La durée moyenne des trades positifs est de 42 minutes pour une durée moyenne des trades négatifs de 19 minutes. Ce qui arrive le plus souvent, lorsqu'on laisse courir ces gains, c'est que la durée des opérations gagnantes est plus importante que la durée des opérations perdantes. Ce qui est intéressant aussi dans la durée moyenne des trades, c'est qu'elle nous donne une idée de la durée de notre exposition au marché. On sait par exemple, dans cet exemple 1, que la durée moyenne de nos trades étant de 33 minutes, eh bien, s'il y a une information, par exemple macroéconomique importante dans 2 heures et que l'on souhaite initier une opération, on sait que, compte tenu de cette durée moyenne des trades qui est de 33 minutes, on peut initier cette position. Si la durée moyenne des trades, compte tenu de cette paper trading, nous menait à un résultat de 2 à 3 heures, eh bien, sachant qu'il y a une nouvelle macroéconomique importante dans 2 heures, eh bien, il vaudrait mieux éviter de prendre position. Donc voilà l'intérêt de calculer aussi la durée des trades, qu'ils soient positifs ou négatifs ou neutres. Alors, dans cet exemple-là, donc c'était le premier exemple, vous pouvez observer que le ratio rendement-risque de vaut 2,72 et la probabilité de succès, qui est de 60%, permettent de dégager bien évidemment un PNL confortable. Donc, que faut-il faire dans ce cas-là? Eh bien, poursuivre ces tests, puisque 10 opérations, c'est quelque chose d'insuffisant. Ça ne permet pas de voir si sur un grand nombre d'opérations, ce système reste robuste. Et donc, il faut poursuivre les tests tout en utilisant la même stratégie. Observons à présent un second exemple. Donc l'exemple 2 présente les résultats d'une stratégie à l'issue de 27 transactions, toujours sur une paire quelconque. Cette stratégie nous a fait perdre 140 pips, donc pour un nombre total d'opérations de 27. Et donc, moins 140 divisé par 27 nous donne un gain, donc en réalité ici une perte moyenne par trade de 5,17 pips. La probabilité de succès est très faible, de l'ordre de 29,63%. Le nombre de pips gagnés par opération positive est de 20,17, tandis que le nombre de pips perdus par opération négative est de moins 80,84. Le rapport des deux nous donne un ratio rendement-risque moyen de 1,27, ce qui est assez faible et ce qui est d'autant plus faible que la probabilité de succès est très mauvaise. Alors la durée moyenne des trades est quasi similaire à celle de l'exemple 1, elle est de l'ordre de 27 minutes. La durée des trades positifs est de 51 minutes, tandis que la durée moyenne des trades négatifs est de 17 minutes. Donc les problèmes de ce système de trading ne sont pas vraiment dans la durée des trades, mais se situent essentiellement dans la probabilité de succès et le ratio rendement-risque. Ces deux données sont mauvaises et bien évidemment ne permettent pas de dégager un PNL positif.
Et ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est revoir la stratégie, changer quelques paramètres et initier de nouveau le test. À ce stade, ça ne sert à rien de continuer sur la même stratégie puisque au bout de 27 trades, ce qui commence quand même à être significatif, eh bien la stratégie est largement perdante. Alors nous allons approfondir avec quelques critères supplémentaires qu'utilisent les fonds et les investisseurs professionnels. Lorsque l'on possède suffisamment de données, et selon diverses phases de marché, que le marché soit volatile ou non, qu'il soit haussier, baissier ou en range, eh bien, lorsque l'on a suffisamment de statistiques, on peut approfondir l'analyse à l'aide de différentes notions que l'on va aborder à présent. Alors, il y a la notion qu'utilisent tous les fonds, bien évidemment, qui s'appelle l'equity curve, qui n'est autre que la somme cumulée des PNL sur une période déterminée. Alors, bien évidemment, lorsque cette courbe est ascendante, cela signifie que votre compte ou votre portefeuille enregistre de manière régulière des gains. Dans un autre cas, lorsque cette courbe est descendante, eh bien, votre compte enregistre des pertes. Et bien évidemment, cela signifie que soit la stratégie est à revoir, soit qu'il faut s'arrêter en tout cas d'initier des transactions. Une autre notion est ce qui s'appelle le max drawdown. Le max drawdown représente la perte maximale subie par votre portefeuille. Elle se mesure justement en calculant la différence entre un plus haut et un plus bas de l'equity curve. Cette mesure du plus haut et du plus bas se nomme en anglais le peak to valley. Le max drawdown est donc un calcul de la volatilité, non pas la volatilité d'un actif, mais la volatilité de votre portefeuille. Un max drawdown de 20% signifie que la perte maximale observée sur votre portefeuille au cours d'une période est de, par exemple, 20%. Il s'agit donc d'une mesure du risque. Bien évidemment, il faut tenter d'optimiser l'espérance de son PNL, de ses gains, sous contrainte de max drawdown. Donc, essayez de faire, de réaliser un rendement le plus important possible et bien évidemment minimiser son max drawdown. Alors, nous allons voir à présent une représentation graphique d'un equity curve et du max drawdown. Alors, sur ce graphique que j'ai relevé lors d'une conférence de l'Association française des analystes techniques, eh bien, vous pouvez observer ici ce que l'on appelle l'equity curve au cours d'une période. Donc, la performance entre le moment 1 et 13 augmente régulièrement. Elle atteint un pic et diminue jusqu'au temps 26 pour se reprendre par la suite jusqu'au moment 33. Cet écart justement entre le pic et le creux de la performance de ce portefeuille se nomme le peak to valley et il s'agit justement d'une mesure du max drawdown. Alors nous allons terminer par un dernier critère relatif à la paper trading ou au backtesting pour les investisseurs professionnels. Eh bien, il s'agit du Sharpe ratio qui mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille par rapport à un taux de rendement sans risque, sous-entendu celui des obligations d'État AAA, divisé par l'écart type du portefeuille lui-même. Donc ce Sharpe ratio s'écrit de la manière suivante. S est égal au taux de rendement de son portefeuille, auquel on soustrait le taux de rendement d'un placement sans risque, donc celui des obligations d'État, le tout divisé par l'écart type du portefeuille. Alors, à quoi cela sert-il et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien,
cette mesure répond à la question suivante. Quel surcroît de risque nous prenons pour obtenir un rendement supérieur au taux de rendement sans risque? Voilà la question à laquelle répond le Sharpe ratio. Et selon ce que l'on obtient, on observe différentes situations. Si ce ratio est inférieur à 0, alors le portefeuille, bien évidemment, sous-performe le taux sans risque, et donc c'est très mal, puisque le taux de rendement du portefeuille grand R alors est inférieur au taux de rendement du placement sans risque. Donc autant investir dans un placement sans risque. Seconde situation, si le Sharpe ratio est compris entre 0 et 1, alors la surperformance du portefeuille se réalise à l'aide d'un risque trop élevé, et donc ça rend les choses toujours inintéressantes. Et enfin, si le Sharpe ratio est supérieur à 1, alors dans ce cas-là, le portefeuille surperforme le taux de rendement sans risque, tout en évitant un risque trop élevé, et donc c'est la situation idéale. Ce webinaire se termine et je vais conclure sur les éléments qu'il fallait conserver à l'esprit. Le premier élément, c'est qu'il est très important d'évaluer sa stratégie sur une période suffisamment longue et ou sur un grand nombre de trades afin d'estimer si oui ou non la stratégie est bonne ou mauvaise. Une paper trading comportant toutes les informations de base permet de calculer de nombreuses statistiques et bien évidemment cela signifie que l'on peut s'auto-corriger, s'auto-former et surtout éviter de perdre du capital. C'était la seconde idée à retenir. Plus il y a d'informations dans une paper trading et plus on peut affiner son analyse. Aussi, je recommande vivement d'ajouter un commentaire personnel relatif à chacune des transactions ainsi qu'une copie d'écran de la transaction elle-même. Cela constitue un plus, et bien pourquoi? Parce que ça permet de réfléchir sur l'aspect émotionnel et les conditions qui nous ont poussés à nous positionner sur le marché. Et donc ces commentaires ainsi que ces copies d'écran eh bien, permettent a posteriori de réfléchir à nouveau sur l'ensemble des caractéristiques d'un trade au-delà des éléments statistiques que l'on a mentionnés précédemment. Enfin, les quelques notions supplémentaires dont je vous ai parlé, à savoir l'equity curve, le max drawdown et le Sharpe ratio, eh bien, permettent d'affiner toujours plus les tests. Ce sont des notions qu'utilisent allègrement les investisseurs professionnels, mais dans lesquelles vous aussi vous pouvez vous plonger. Quoi qu'il en soit, à travers ce webinaire, ce que je vous souhaitais passer comme message, eh bien, c'est prenez tout le temps nécessaire pour tester la robustesse de vos stratégies avant de vous impliquer avec un vrai capital sur les marchés financiers. J'en ai fini pour ce webinaire. Je vous remercie pour votre écoute et je remercie le sponsor AvaFX, courtier sur le Forex et les CFD, et je vous donne rendez-vous à bientôt, ou très vite, pour un nouveau webinaire sur traderforex.fr.